Invite au côté, mémoire avec l'histoire. Chaque dimanche, midi, reprise samedi 8h du matin sur Radio Cosmos. Nous tranche l'histoire pays d'Haïti avec Ben. C'est pas Jones en désespéré de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas six. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Jeudi à nous avons une émission en l'autre format. Et qui format ça, c'est question-réponse. Pour qui ça nous fait ça, c'est parce que pendant ces derniers temps, j'ai rencontré des gens, que ce soit des étudiants dans l'université, ou bien des gens dans le public là, qui relèvent moi, qui disent mettre là, nous allons faire une émission de Radio Cosmos, nous bien contents, mais nous avons commencé à entendre, nous n'avons pas fait dans les net. Il y a un bagage où dit, nous avons plus d'explications sur eux. Et comme fait en pile émission, du 46 jusqu'à 1991, je rassemble toutes les questions ça au monde fait moi. Donc je dis à ma force de récapitulatif avec eux, c'est-à-dire que et pas que m'a parlé pour une question chapitre par chapitre non, mais question plus pertinente, plus d'abord même plus intéressante. Je pose mieux. Donc m'a paix reprendre question ça pour vous. Première question que je te posé moi, c'est mettre là pour qui ça les plus bon pour nous parler de crise révolutionnaire de 1946 et non de révolution de 1946. Eh bien, pour me répondre à une question ça, soit affaire de méthode. Nous allons prendre trois concepts. Crise, nous allons prendre concept crise révolutionnaire et concept révolution. Qui sont les crises? Crise signifie un fonctionnement anormal qui arrive à un moment donné, ou bien dans le corps être humain ou animal, ou bien dans la société. Par exemple, mon cher, un tel pas malade et puis subitement font une crise cardiaque. C'est un bagage anormal, on ne peut pas t'attendre à ça. Quand il y a un exemple sur le plan social, chaque jour vous levez, vous achetez pain dans la boutique Bolakayou, vous avez un pain. Et puis vous acheter, vous va joindre. Demain, vous acheter, vous va joindre. Après demain, vous acheter, vous va joindre. Ah, vous dites, une crise dans la boulangerie pays, c'est-à-dire, est-ce que le boulanger n'a pas fait pain encore? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Donc, crise là signifie un fonctionnement anormal. Et en 1945, on a gagné un fonctionnement anormal dans la société haïtienne. C'est-à-dire que le gouvernement d'Escora n'a pas fonctionné bien, le gouvernement doit fonctionner. Donc, on parlait de crise. Maintenant, crise révolutionnaire. Quelle est une crise révolutionnaire dans une société? Une crise révolutionnaire dans une société, c'est l'un des secteurs sociaux différents, ils tous en même temps, et pour des raisons différentes, il y a une série de revendications à formuler. Ils tous pas prendre les mêmes bagailles, mais tout le monde dit, bagaille là pas qu'à continuer comme ça, il faut que ça change. Et on gagne en 1945, qui parle de Brigitte en 1946, on gagne une masse populaire, petit peuple là, petit paysan pauvre, masse sans travail dans la ville. Moun la vie chère a tué. C'est-à-dire que les ont besoin d'acheter des produits de consommation courante, c'est-à-dire que sucre, savon, mantègue, ils ne peuvent pas acheter parce que ça est trop cher. Ce qui passe, on partit dans la bourgeoisie
qui étaient les amis Lesco, qui bénéficiaient du monopole, nous-mêmes, nous fixons pour les marchandises, j'ai ouvert. Donc, ce peuple-là dit qu'il faut ça changer. Ou bien, dans monter plus haut, on prend les secteurs des classes moyennes. Ça n'entend pas classe moyenne, c'est toute classe dans la société qui est située entre masse pauvre et les privilégiés. Classe moyenne, non, en Haïti, globalement, ils sont majorité noire. Hein? Et c'est mon noir qui est surtout la donne. Il y a quelques minutes la donne, mais puis faut mon la donne, c'est mon noir. Qui est mon yoye? Professeur d'école, hein? Avocat, et sans cause, qui peut réussir à venir bon tribunal là, à chercher divorce pour faire, défendre les gens qui ont fait loi écaille, etc. Ou des ingénieurs sans chantier, hein, des médecins sans clinique. Hein, c'est-à-dire que des gens d'Agadio qui viennent faire étudier, hein, mais qui société a et pas aucun encadrement. Alors, les gens sont fâchés en pile et contre le gouvernement Lesco, parce que nous avons un pays par industrie, qu'on est le principal employeur là, c'est l'État. Or, il se trouve que le critère pour te rentrer dans l'administration publique là, sous Lesco, ce n'est pas de compétence. Ce n'est pas ça que dans la tête. Tu ne peux pas sortir pour l'université, sont affaires de la couleur, sont affaires sous mulâtre, ils ont accepté, sous cette inégloin, même si tu as combien de diplômes, ou pas la donne, etc. Alors, au Téguen, moun sa yo, moun classe moyenne noire yo, surtout intellectuels yo, surtout professeurs yo, avocats yo, hommes politiques yo, dit bon ça faut le suspendre, il faut que nous gagnons un parti dans le pouvoir, il faut arriver au pouvoir tout, hein? Parce que là-dessus n'est pas que yo mieux préparé que nous-mêmes, hein? Mais c'est en fait que yo gagne moun pas au pouvoir, donc on est capable d'arriver au pouvoir tout. Donc le pouvoir doit revenir au noir. On gagne un parti dans la bourgeoisie minute qui pas en affaire avec Lesco. On gagne deux types là-dedans. On gagne ce qu'on appelle les bourgeois libéraux, monde qui est d'accord avec les droits de l'homme, qui est d'accord pour une séparation des pouvoirs, qui n'est pas d'accord avec la dictature. Et on gagne des mulâtres également tout, qui sont des marxistes, des monde qui ont étudié les théories communistes, qui ont étudié Marx, qui ont étudié Lénine, etc. La plupart du temps, ils ont été étudiés à l'étranger, qui venaient ici avec des idées nouvelles. Alors, l'on gagne tout le monde ça, on gagne masse populaire, on gagne classe moyenne, on gagne un parti dans la bourgeoisie. Hein, tout le monde ça dit qu'il faut ça changer, il faut un changement. Alors, on nous dit là, on vient dans une situation de crise révolutionnaire. C'est-à-dire que pour la situation changer, hein, il faut tout le monde ça mettre tête ensemble pour être capable de faire face à la situation. Oui, tu es dans une situation de crise révolutionnaire. Mais en même temps, on dit que 1946, ce n'est pas une révolution que le pays. Hein? Et c'est un moment lié dans l'évolution du pays, mais pas une révolution. Là, question de méthode, il faut nous dire c'est quoi une révolution. Une révolution, ce n'est pas là que je sortis dans la rue après c'est brisé, ce n'est pas que leur coup de fusil tiré dans la rue, car rien ça tourne en révolution à un moment donné. Mais en révolution, c'est là, en final, où aboutit à un changement, une transformation totale de la société. Une transformation dans l'ordre économique, dans l'ordre social, dans l'ordre politique. Or, 46, pas mal de ça. Lesco tombé, très bien, hein, mais on n'a pas de changement dans l'ordre économique, c'est-à-dire l'économie, on n'a pas une production agricole qui est beaucoup plus et mieux organisée qu'avant. Hein, c'est-à-dire que nous avons fait agriculture à partir des moyens rudimentaires, avec roues, manchettes, serpettes, etc. Et on n'a pas gagné de grandes plantations agricoles. Hein, non. On gagne toujours quelques grands propriétaires qui gagnent terre en province et puis qui quittent terre dans les paysans. Et puis eux-mêmes, il y a occupé au politique, il y a occupé au commerce à l'intérieur des villes, etc. Donc, alors, c'est, du point de vue économique, c'est ça qu'un pays n'a pas industrialisé. On a une bourgeoisie, son bourgeoisie comme Brador, hein, sont les oligarchies qu'on y a, c'est-à-dire que ce monde est là, sont minorité monde,
Même ça qui intéresse, c'est faire l'argent par le commerce. C'est-à-dire, y acheter, y acheter automobile là à l'étranger, y acheter pétrole là à l'étranger, y acheter médicaments à l'étranger, y vendre, y faire quoi. Yo prend un café en Haïti, cacao, yo vendre, yo faire quoi. C'est ça qui intéresse. D'accord? Mais pour rééconomique pays, ça va intéresser. D'accord? Bon, sur le plan social, on peut voir que après 46, même vieux préjugés ou depuis longtemps, préjugés de couleur, question de couleur, bah, ça a explosé dans Figimoun, où toujours l'exploitation des masses populaires par une minorité de privilégiés, les grands, etc. Où toujours une même réalité et la République de Port-au-Prince là, c'est-à-dire que les Port-au-Prince qui continuent à exploiter les provinces, etc. Donc, ou toujours ou pas l'école pour tout le monde dans le pays, ou pas un système sanitaire pour tout le monde dans le pays, donc pas une transformation sociale qui fait dans la société. Sur le plan politique, oui, on pousse des revendications de liberté, côté on a demandé respect des droits de l'homme, on a demandé séparation des pouvoirs, d'accord, c'est vrai, qu'il y a des acquis qui fait dans le pays, mais on n'a pas gagné réellement un système démocratique qui arrive à monter. Et côté, je dit, démocratie là, après j'arrête, côté pour empêcher le retour à la dictature. Donc, on a dit, oui, tu as une crise révolutionnaire, tu as une demande de révolution, mais la révolution n'a pas eu lieu. Et ce n'est pas seulement en Haïti, ça fait. Dans pile pays, dans le monde, côté demande révolutionnaire qu'on fait, mais classe réactionnaire, on va nous-mêmes ont une capacité pour retourner sur le monde, sur d'autres réformes, et puis bloquer le processus révolutionnaire. C'est ça qui arrivé là, et en 1946. Kouni Abdaka dit, deuxième question, je te pose moi, c'était quoi la ruche? Parce que je me parlais de mon organisation, qui est la ruche. C'était qui ça, la ruche et qui rôle était joué dans la chute de l'ESCO. La ruche, c'est une revue, c'est un magazine, qui était animé par quelques intellectuels haïtiens. Je parle de Boncoué et René Despestre, qui vit encore, il vit en France. Je parle de Boncoué Jacques-Stéphane Alexis, qui était très jeune à l'époque, 17 ou 18 ans. Je parle de Boncoué Théodore Becker, et je parle de Boncoué Laurent Saint-Just, je parle de Boncoué Idriss Satama. Ce sont des intellectuels haïtiens, etc., qui eux-mêmes étaient au courant de ce qui passe dans le monde. Ils sont au courant que il y a deux régimes dictatoriaux dans le monde qui tombaient. Le régime Mussolini en Italie, qui a fait le fascisme, c'est le Makuta, et le régime de Hitler, qui a fait le nazisme, côté et à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, et que le régime s'est retombé. Moun sa yo, pas intellectuel haïtien ça que me parler là, yo font une revue qui paraît chaque jour et puis côté yo fait yo bail information sur toute base qui passe dans le monde. D'accord? C'est une façon pour porter d'autres jeunes à prendre conscience qu'une autre société est possible, pas une société tabou, etc. Alors, en même temps tout, yo fait des critiques sur bagaille qui a passé en Haïti, par exemple sur l'affaire marché noir. D'accord? Soit abus, autorité à faire monde, etc. Donc, peut-être ça, revue a gagné un certain aura, une certaine popularité. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, on attend qui ça la revue dit. D'accord? Eh bien, il faut me dire, 31 décembre 1945, et revue a fait un éditorial. On a un éditorial en don revue, en don journal. C'est l'équilibre position journal là, vis-à-vis bagaille qui a passé. Il fait un éditorial, côté il présente des vœux à la nation. D'accord? Et il prend chaque mois, le 10 janvier, sera le mois de la justice. Février sera le mois de la liberté. Mars sera le mois des droits de l'homme, etc. Donc, il prend et ils font une sorte de énumération, de souhaits,
de sa peuple a demandé, et puis il demandé que, et il dit que, il fait une éditorial là comme ça, que l'année 1946, ça sera l'année de tous les changements en Haïti. De tous les changements en Haïti. Parole ça, énervé le gouvernement. D'accord? Moun yo fâché, hein? Ou te un ministre de l'Intérieur, et qui, gros 1er janvier, hein? Il a arrêté Théodore Becker, il a arrêté René Dépès, hein? L'autre monsieur obligé de la cacher, hein? Et, etc. Donc, alors, et c'est ça, la rue là, c'est-à-dire la rue, c'est une revue qui a critiqué le gouvernement qui a fait un travail de conscientisation, hein? Et qui finalement qui a été face à face au gouvernement, au point que le 1er janvier 1946, le ministre de l'Intérieur fait arrêter le rédacteur en chef là avec directeur et journal là. Alors, comment la rue jouait dans la chute de l'ESCO? Il jouait la chute de l'ESCO et de deux manières. Premièrement, par le travail de conscientisation qu'il fait dans la jeunesse là, hein? Parce que les mounios et les idées sont forces que l'idée a. D'accord? Les idées a pénétré mounio, mais c'est l'idée qui a fait au marché. Et deuxième bagaille, c'est que l'événement qui pourrait protéger l'ESCO est lié à toute protestation dans le pays pour la rue. Parce que l'ESCO a arrêté de M. Sayo, ça a créé un émoi dans la jeunesse. Hein? Et tout le monde dit que ça n'est pas bon. Hein? D'autant que Haïti était fait signé en 1945 la Charte des Nations Unies, hein, qui parlait des droits de l'homme, hein, qui parlait, n'est-ce pas, de la liberté, qui parlait de la démocratie. Donc, il y a un levé de bouclier qui fait. C'était sur le que le 7 janvier 1946, hein, on a de jeunes révolutionnaires qui, bien entendu, accompagnaient d'une série d'aînés, hein, des classes moyennes, noires, et des mulâtres également, des mulâtres progressistes, et ils ont pris position contre l'ESCO, ils ont déclenché une grève, et la grève a dérapé, et lycée Pétion, hein, Timoun prend la rue, hein, ils allaient de Saint-Gonzague, dans la rue du Centre, etc. Ils ont passé l'école polytechnique, hein, et l'école de médecine, donc ils ont créé, ils disent, vive la liberté à bas l'ESCO. D'accord? Donc c'est pour l'ESCO aller. La police matraque Mounio. Hein? Matraque, ça veut dire que utiliser bâton, hein, gros moyen, des bateaux, et mais, ça pas été l'agneau. Hein? Dans la soirée, le gouvernement baille on communiqué des côtés, ils font menace sur les parents des élèves, disant que Timounio et a quitté le monde manipulé. Alors si on passe sur le monde en bas ça, eh bien, parents tout, il a pu arrêter, il a pu mettre en prison, etc. Sortant de là, c'est l'huile sur le feu. Le lendemain, et 8, c'est que le monde qui était employé l'État, hein, par le travail, hein, il dit pas une taxi pour y aller au travail. Hein, et à partir du 9, bah, elle a commencé pour une province. Hein, et machine pas sorti Gonaïve, pas sorti dans le sud pour entrer pour Port-au-Prince. On connaît que Port-au-Prince depuis mais voici pour entrer, donc il y a une provision pour entrer. Il y a un vie alimentaire qui va gagner comme si on un grand goût dans Port-au-Prince. Donc c'est ça, capable de dire comme situation. Hein? Et puis bon, l'ESCO va faire des manœuvres pour essayer et qu'il y ait un pouvoir. Les manœuvres n'ont pas réussi. Il va laisser faire appel à Saint-Lô, un intellectuel noir. Ensuite, laisser faire appel à M. Georges Rigaud, un intellectuel et mulâtre, pour essayer pour faire gouvernement, etc. Les deux ont démontré que ce fut une mission impossible. Hein? Et le 11 janvier 1946, eh bien, l'armée rentrée sur cette scène politique-là, d'accord? Il a annoncé que eh bien, l'ESCO perd du contrôle de la situation, l'ESCO tombé, et puis, il même prend pouvoir. Donc, on va dire que la rue joue un rôle en double point de vue. Premièrement,
le travail de conscientisation de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui prend la rue, qui crée les conditions pour forcer. Et M. Militaire a obtenu la démission de l'ESCO. Et ensuite, responsabilité jeunesse prend du 7 au 11 janvier dans la rue Port-au-Prince et dans d'autres villes de province, créer conditions pour l'ESCO tomber. Donc la rue joue un très grand rôle dans la chute de l'ESCO. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas 6. Oui, troisième question que je pose m'appelle, pourquoi la question de couleur a-t-elle joué un rôle aussi important dans la lutte politique en Haïti et principalement dans la crise 46 là? Pour moi-même, il y a deux raisons. Il y a le mauvais souvenir laissé par le gouvernement de l'ESCO, parce que on a un gouvernement qui est là, quand on regarde tous les postes importants dans le gouvernement, dans l'administration publique, c'est dans les mulâtres que vous avez. C'est mulâtres qui est président, qui est directeur général, qui est chef de service, qui m'emploie et tout dans le bureau. Il n'y a pas employé noir. Second noir, là, la plat comme messager. Ou la plat comme cuisinier. D'accord? Mais, question de regarder un petit noir qui t'a fait faire université, pour t'a recruté, pas sa pièce. Qui s'est reproché, parce qu'il est noir. D'accord? Et donc, préjuger ça, que l'ESCO, il était créé l'homme, il était poussé à l'extrême. D'accord? Son préjugé qu'il a depuis la période coloniale. Mais que lui vient pousser à l'extrême, mais créer de mauvais souvenirs. Donc, classe moyenne noire, monsieur politicien noir, dit non, ça ne va pas arriver encore. Il a fait toute bagaille pour que Mulat pas prendre pouvoir encore dans le pays. Deuxième raison, c'est la volonté des leaders des classes moyennes noires d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire une lutte pour le pouvoir qui est posé là, après la chute de l'ESCO. Parce que pas qu'il y ait un vide à la tête de l'État. Il faut qu'il y ait des gens qui le dirigent. Maintenant, dans la lutte pour le pouvoir là, avec qui ça a fini, d'accord? Lutte pour le pouvoir là, c'est très peu de gens qui viennent avec des programmes de transformation de la société, programmes pour changer la société du tout au tout. Bien entendu, il y a une équipe PSP, Parti Socialiste Populaire, là, qui est venu avec des idées de ce genre pour réaliser la révolution à ce domaine. Excusez, la révolution en Haïti. Mais l'essentiel du discours, le discours prédominant, ce n'était pas un discours pour la révolution, ce n'est pas le discours pour le changement. Plutôt, dès que M. Noir dit révolution, il dit révolution, ça signifie que c'est eux-mêmes qui pourraient exercer pouvoir, qui pourraient diriger pouvoir pour tête par eux, en faveur. Bon, c'était une revendication qui était bien placée, parce que c'était une grande injustice, parce qu'il faut combattre toutes les formes d'injustice. C'était une injustice de classe, et avant, et c'était une injustice de couleur tout, parce que en Haïti, question de classe là mariée avec la question de couleur tout, et la plupart du temps. Alors, pour nous-mêmes, on peut voir que pendant toute période de février 1946 jusqu'à août 1946, c'était du masse estimé pour le pouvoir, ça prédominé dans l'opinion publique sont affaires de conflits entre noirs et mulâtres. D'accord? Sont affaires de il faut barrer la route aux mulâtres. Bon, mettons du gain mulâtre qui dit que yo même pas dans l'ESCO, yo pas c'est révolutionnaire que voyez,
Yo pas d'accord avec ça, ça dit, d'accord? Et puis, les ça, ou un monsieur policier noir qui dit, pas faire confiance, monsieur Mulat, ça. Ouais. C'est des dingues qui là, qui rangé en pavillon masqué, pour venir retourner sur mon encore, avec un autre discours, un discours révolutionnaire, mais au fond, c'est pour aller toujours défendre l'intérêt des privilégiés mulâtres. Donc, on peut dire que l'atmosphère politique, l'ambiance politique est empoisonnée par la question de couleur. C'est pour qu'ils soient capables de rester pour nier en Haïti. Autre question, était-il vrai que tout en étant un réformateur économique et social, Dumassé estimé était resté un politicien traditionnel? Là, m'a obligé de retourner à la question de méthode. Qui serait l'un réformateur? Qui serait l'un politicien traditionnel? Un réformateur, c'est celui qui prône des réformes. Hein? Et qu'on y a assis au pouvoir, c'est le monde qui met la main à la pâte, qui a réalisé des réformes. D'accord? Et politicien traditionnel là, c'est un monde qui fait politique comme par le passé. Hein? C'est-à-dire que c'est lui prend politique là pour le faire vieux bagarre avec lui. D'accord? Donc, à partir de ces deux approches, n'a pas ouais, est-ce que estimer c'était un réformateur, est-ce que c'est un politicien traditionnel? Et d'après vous-même, d'après lecture que je fais, d'après études, ça m'écrit tout, on peut dire que estimé était un réformateur. Il était un réformateur sur le plan économique, hein, et il était un réformateur sur le plan social. Et sur le plan économique, comprenez bien, monsieur pensait que faut que le pays a produit, hein, faut nous développer plusieurs activités économiques de telle manière que pour ne pas dépendre, continuer à dépendre seulement sur l'agriculture. Sur l'agriculture là, c'est lui qui vient avec projet de l'ODVA, l'Organisation de développement de la vallée de l'Artibonite, hein, et qui va le déboucher sur la construction du barrage de Péligre, que le Pat-Guetan fait bien entendu, que le successeur là va le continuer. Hein, même d'accord dire, envisager seulement pour que prendre de l'eau l'Artibonite là, capter le Mibale et puis arroser les terres de la plaine de la vallée de l'Artibonite, c'est un gros bagage que lui. Ouais, ça signifie que nous n'avons pas besoin d'acheter du riz dans l'autre monde, on a produit du riz en quantité suffisante et on n'a qu'à vendre à l'extérieur. D'accord? Parce que comme réforme, ça, c'est un gros bagage que lui. Et M. Vini avec l'idée pour développer le tourisme dans le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez dans les pays capitalistes, on a une série de monde qui fait un travail, ou bien, même si pas fait un travail, mais qui gagne suffisamment, ou bien qui est capable de bénéficier de crédit, pour être capable de faire des vacances dans ces deux côtés. Et comme côté c'est Canada, c'est États-Unis, c'est la France, la pays fret, hein? Donc ce côté un pays chaud pour être capable de faire vacances ou de faire tourisme, etc. Je suis rentré dans créneau ça et monsieur développer une politique touristique, hein, les encourager une série de monde pour investir dans le tourisme, il faut un crédit bancaire, hein, il fait la promotion de l'art haïtien, du folklore haïtien, parce que les gens viennent, il faut qu'ils aient un bon souvenir d'Haïti, etc. Donc c'est comme source de revenus pour l'État haïtien. Nous pas pris l'agriculture seulement, nous avons des touristes dans tout, parce que les touristes ont fini, ils ont dépensé comme en Haïti. D'accord? Et comme ils ont dépensé, on partit dans comme ça, qui a prêté dans le pays. D'accord? Donc, c'est une grosse réforme que l'on a envisagée. On a regardé sur le plan social. Sur le plan social, et monsieur est venu avec l'idée pour que il y ait plus l'école dans le pays. Hein? Et c'est pas les en premier qui viennent avec l'idée ça, d'accord? Même d'accord, c'est les en premier qui calent plus loin. Hein? Par exemple, jusqu'à estimer ce lycée Pétion de dans le pays.
Seul lycée Pétion, nous avons gagné et dans Port-au-Prince. Et bien, c'est monsieur qui est venu de créer le lycée Louetu, de créer le lycée Faustin-Solouk, de Petit Goave, de créer le lycée de Hinch, etc. Donc, on a ça fait que dans plein de monde qui était là, qui fait certificat, pas de moyens pour aller à l'école secondaire, qu'on a des moyens qui viennent faire à l'école secondaire. Ça me fait penser à mon ancien camarade Serge, le défunt, qui te dit, mon cher, lui-même, il m'a estimé pour grande reconnaissance pour lui-même, parce que le cité mon maïsade, si il m'a estimé pas de faire le lycée à Hinch, comme il n'a pas de formé dans Port-au-Prince, donc il n'a pas de faire classe. Et voilà que monsieur était venu en grand intellectuel haïtien, d'accord, un grand militant politique haïtien, d'accord. Donc, et non seulement monsieur créé lycée, monsieur créé lycée masculin, il créé lycée jeune fille tout. Longtemps, les petites filles qui ont fait classe certificat, c'est dans la couture, d'accord. Ils vont à l'école ménagère, d'accord. Et qu'on y a, ils ont créé lycée jeune fille pour faire ces demoiselles à l'école tout, d'accord. Et puis, monsieur Teguin, en sens de la dignité nationale. De la dignité nationale, côté monsieur Jouen, que nos territoires doués et américains encore, et que l'Amérique était forcé non prêter dans Béni, à l'époque de l'occupation, d'accord. Eh bien, monsieur, il faut mobilisation nationale pour nous payer comme là. Je dis, payons la dette, d'accord. Le pays dette là, et puis après ça, on payer dette là. Et puis il dit, conseiller financier américain qui était la banque là, qui a contrôlé les dépenses de l'État, il dit, monsieur Poche Badzelou, on pas nécessaire encore, puisque Mbadoué non, etc. Il a le sens de la dignité, de l'honneur national, etc. Et sans dignité, ça, on va monsieur pour le porter sur le plan urbanistique. Côté monsieur pour aller faire des choses importantes. Il peut construire la ville de Bellader. Aujourd'hui, ça n'a l'air de rien, d'accord? Mais c'est son petit cahute que Bellader était, de ajoute pas. Je dis, face à la République dominicaine, il faut que nous fassions bagaille. Pour nous montrer que, pour nous dire dominicains, que nous sommes capables de réaliser des choses valables. Ou bien l'autre bail que nous pouvons faire tout, par exemple à Port-au-Prince, tout le bord de mer là, c'est-à-dire en bas, où il est fort, sur la dans de la commune, pour arriver jusqu'à Matissan. Si M. Créa a aménagé zone ça, parce que zone ça, c'est une zone, c'est dépôt de détritus squelettés, c'est-à-dire que quand j'étais fatra, je me suis dit non, on paye pas comme ça. Côte Port-au-Prince là, c'est devant porte la caille non lié. L'on bateau a rentrer sur l'étranger à l'époque, premier coup ça pour le fabriquer ça, c'est fatra, donc il faut enlever ça. C'est ça, monsieur, pour construire le bicentenaire de Port-au-Prince. Sur le bicentenaire là, il fait et à l'occasion de la commémoration des 200 ans de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Eh bien, monsieur, il fait boulevard Harry Truman, qui c'est l'un des plus grands boulevards, n'est-ce pas, disons, de la Caraïbe, au point que des chefs d'État, des Cubains, des Dominicains, viennent garder qui ça nous fait. Et puis, il a fait la caillou tout. D'accord? Bien entendu, nous-mêmes, nous quittons pas nous encraser. D'accord? Nous-mêmes, jusqu'à présent, nous avec les réalisations que ont été réalisées à partir de imitations d'estimés. Alors, l'homme, il était réellement un réformateur. C'est un qui est incontestable, là, j'ai donné des faits. Bon. Maintenant, je dis que monsieur était un politicien traditionnel. Un politicien traditionnel. Bon, alors, monsieur Fonco est côté, monsieur sorti. Politiquement, monsieur est sorti dans le temps Vincent. C'était l'un des hommes forts du régime de Vincent. Il était ministre, il était député, d'abord sur Vincent. Que les Vincent fait tout magouille pour transformer la Constitution en 1935 pour le deuxième mandat. En 1939 pour le troisième mandat. Mais estimé, c'était l'un des bras droits de Vincent. La Chambre, non? D'accord? Et ensuite, il était ministre de l'Agriculture et du Travail sur Vincent. D'accord? Donc, Vincent, son politicien traditionnel que lié. D'accord? Qui était remis pouvoir, qui était remis garder pouvoir.
Alors, on va le très ça, on va le également qu'à estimer. Hein? C'est ça, on va le voir qu'en 1949, après succès, M. fait remporter, disons, dans le monde entier, face au monde entier, et après l'inauguration du bicentenaire, hein, popularité M. est en hausse, d'accord? Mais les femmes, il a profité, hein, et en tout cas, M. a encouragé tout ça, pour qu'il prenne un deuxième mandat. Il va faire une élection, côté, parce que une élection dans le pays, c'est qui est innocent. Il va faire une élection, côté, puis il faut monde qui peut aller lui, puis il faut député qui peut aller lui, c'est partisans. C'est-à-dire des gens qui sont aussi dans l'ombre, des gens qui ne peuvent pas jamais député si estimé pas de bail support, etc. Et bien, les gens, ils pourraient aller faire prendre disposition pour que estimé prendre un deuxième mandat, ce qui n'était pas prévu par la Constitution de 1946. Alors, on y a maintenant, on connaît des pouvoirs, on a adversaire tout. Hein? Dans le Sénat, on a de fortes personnalités, eux-mêmes qui étaient là, qui ne sont pas d'accord. D'accord? Le Sénat a un bon conflit entre le Sénat et le pouvoir exécutif. Pays bloqué. Manifestation pour le fait. Les Duvalier, qui était ministre des Affaires sociales dans le gouvernement décimé, dit M. Ponchet, on a affronté M. Sénateur. Et puis, ils font une manifestation le 8 mai 1950. Il y a les attaquer le Parlement, hein, ils ont crasé et le siège du Parlement, ils mettent du feu là-dedans, hein, etc. Et puis, les Saoutak a dit, l'obéi, le pays a tombé dans une crise politique aiguë, là, entre le Parlement et le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, disons mieux, entre une branche du Parlement, le Sénat, et le pouvoir exécutif. Donc, pays bloqué, là. Donc, à ce moment-là, Magloire, hein, qui était une ambition par lui, pour rentrer dans le jouet là. Hein, c'était l'homme fort du pays. Il pour rentrer dans le jouet là. Il pour faire cause aux côtés des sénateurs, sous prétexte que estimé a essayé de violer la Constitution. Il faut organiser un coup d'État et puis les renverser estimé. D'accord? Parce que estimé a fait une mauvaise manœuvre politique. Il pensait que le pouvoir réel c'était dans les parlements alliés. Non, le pouvoir réel c'était dans l'armée alliée. Or, il pensait que il contrôlait tous les rouages de l'armée. Ce ne fut pas le cas. Et je suis victime de Bagaïsa. C'est pas vous en dégoûter, pour ne pas gagner demain. Malgré toute lutte peuple menée, c'est yo pas j'en moyen. Faire les vivre à bas, c'est yo toujours en bas. Sous dos peuple millions rentrés, toujours pas qu'à manger. Oui, la cinquième question qui vient de moi, en pile fois. Pourquoi dit-on que Magloire a dominé la scène politique en Haïti pendant 10 ans? Je pense que il y a un fait que vous êtes capable d'avancer pour dire ça. Tout d'abord, c'est son rôle dans la chute de l'ESCO. Deuxièmement, c'est son rôle dans la chute d'Estimé. Ensuite, vous avez sa présidence à partir de 1950. Qui rôle nous jouer dans la chute de l'ESCO? Le bagage gâté. L'armée a devant une situation, côté, c'est ou bien tirer sur le peuple là, pour qu'il ait l'ESCO au pouvoir, ou bien demander l'ESCO à aller. Magloire, qui était commandant, un point important dans l'armée, qui était commandant de Caserne des Salines. L'autre Caserne des Salines, on dit c'est là qu'il y a plus d'armes, c'est là qu'il y a plus militaires. D'accord? Donc c'est la partie clé de l'armée. C'est Magloire qui, avec deux autres militaires, l'un c'est Leveld, l'un c'est Marc-Antoine Leveld, l'autre là c'est colonel Lavaux, qui forme un jet, hein, et puis qui paraît sous l'ESCO, qui dit Monsieur le Président, au pas arrêter encore, il est pour aller.
Et monde qui pourrait percer dans jet là, parce que jet là, son gouvernement provisoire que lié, ou dit son présidence à 3, monde qui pourrait percer la dernière, qui peut apparaître comme l'homme fort, c'est Magloire. Parce que, monsieur, il y a à la fois membre de la jeune, donc président routier, il y a à la fois ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, donc il y a l'armée à sous compte lui. Ensuite, les chefs de caserne de Salines. D'accord? C'est ça que fait, monsieur est à l'aise pour jouer un rôle, pour influencer les élections qui pourraient être faites en 1946. D'accord? Il a effectivement donné son appui. Par contre, s'il est remercié, mais s'il n'est pas très mené. D'accord? Mais tout est-il, hein? Et il a donné son appui, il prend toute disposition à Port-au-Prince, parce que Simé n'était pas aimé à Port-au-Prince. Le leader que mon Port-au-Prince condamné, c'est Daniel Fiolet. Daniel Fiolet avait pour candidat un autre ancien militaire, c'est Petrus Calix, Demosthène Petrus Calix. D'accord? Donc, mon Port-au-Prince, pas de vouloir estimé. D'accord? Donc, le pouvoir là, le fait, la Chambre, non? Hein, Magloire a déployé des forces militaires énormes autour de la Chambre pour empêcher moun passer dans la zone, pour empêcher moun aller rentrer dans la zone, de telle manière pour que la Chambre soit capable de faire travailler. Le travail là, c'était porter estimé au pouvoir. D'accord? Donc, il a joué un rôle, hein, dans les éléments de 46. Bon, M. Vini était sous-estimé. Il est l'homme de confiance du Marseille estimé sur le plan militaire. Bien que les gens qui ne connaissent pas l'estimé, ils disent que M. Sonnet qui est ambitieux, il dit lui-même pour question militaire, c'est Magloire qui lui fait confiance. D'accord? Il y a des gens qui étaient en rivalité avec Magloire, hein? Eh bien, estimé, sous conseil Magloire, éliminé. L'un de eux, c'est un certain Astrel Roland. Hein? Astrel Roland, qui était commandant militaire de l'Artibonite, et qui avait aidé, estimé pour sa réélection comme député de la commune de Verrette, hein? Qui est le support militaire. Eh bien, Astrel Roland a été éliminé de l'armée. Hein? Si bien que M. Paul traverser en République dominicaine, quand il va essayer faire une mission contre Magloire pour capable renverser estimé, pour renverser estimé du pouvoir, etc. Donc, M. est resté l'homme fort, hein, dans le gouvernement d'Estimé. Estimé pour la promotion, il était major, c'est Estimé qui va l'élever successivement au grade de lieutenant-colonel et de colonel de l'armée. D'accord. Bon. On y a l'autre événement qui va le passer, et dans le pays, le 10 mai 1950. Le 10 mai 1950, on peut aller, c'est M. pour organiser coup d'État. Coup d'État qu'on estimé. Il même estimé de faire confiance là. Faut donc dire, après que le partisan estimé t'es fin de faire et écraser la Chambre, non? Eh bien, faut donc dire, le 10 mai 1950, Magloire, militaire qu'il est, l'accompagné de quelques sénateurs, il rentre sous les lieux, côté Parlement a brûlé, on dit en français la ruine encore fumante du Parlement. Et bien entendu, pour masquer son jeu, dans l'après-midi, il sortit avec le président estimé, à l'au bas de la ville, etc. Moi, des commerçants, pas caractère, mon caponné, non, ouvrir magasin, etc. Et ceci n'empêche que dans l'après-midi, hein, monsieur paraît au palais avec des officiers, pareil, et puis le mandat du président démissionne. Donc c'est l'homme qui a fait le coup d'État du 10 mai 1950 côté estimé. D'accord? Donc, son deuxième acte, il joue un rôle dans la chute de l'ESCO, qu'on a de contribuer à mettre estimé au pouvoir et qu'on a contribué à jeter estimé au pouvoir. D'accord? Et monsieur
comme par le passé, il est membre de la junte, il est ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, il est resté chef de caserne de Saline. Hein? Quand tu as chef de caserne de Saline, il n'a pas fait concession sur ça même, parce que c'est la principale force liée. D'accord? Et donc, ça partit de moyens politiques et moyens financiers que le gouvernement met à disposition, que sur la couverture d'être membre de la junte, M. pourrait faire campagne à travers le pays, hein, pour lui venir président d'Haïti. D'accord? De son campagne, M. pourrait mener sans concurrent, sans compétiteur. Hein? Hein? Et tout autre politicien, on le dit, il n'a pas besoin d'aller essayer président de tête parce que Magloire est déjà président. Pas parce qu'il était le plus populaire, mais parce que tout ouvrage de l'État était dans le même monsieur. Toute ressource de l'État était dans le même monsieur. Kounia, monsieur pour aller président, hein, à la suite des élections du 8 octobre 1950, et le 6 décembre 1950, Kounia, monsieur pour rentrer comme président définitif, et monsieur pour aller installé comme président pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il n'y a pas eu de crise majeure, hein, parce que monsieur était, on a eu peur de son régime, son gouvernement de type militaire relié, d'accord? Ça provoque la peur, hein? Et même si ce n'est pas un dictateur aussi brutal que nous le connaissons, dictature du Valia, qui nous parle de dictature molle, parlant de la dictature de Magloire, mais c'était quand même un dictateur parce que M. fermait local parti politique, il fermait journal, etc. Il renforcer le pouvoir personnel, d'accord? Il domestiquer le Parlement, il domestiquer le pouvoir judiciaire là. Donc, on a dit, de 1946 à 1956, en passant par 1950, Magloire est l'homme qui a dominé la scène politique en Haïti. D'accord? C'était l'homme fort du pays. Ceci n'empêche, hein, qu'en 1956, hein, je me suis obligé de pouvoir malgré lui-même, parce que on levait des boucliers qui fait contre lui, de la part d'anciens candidat à l'époque, mon candidat à l'époque, François Duvalier, mon Louis Desjoie, mon professeur d'Adèle Fiolet, etc. Ils ont tout levé dans comme monsieur. Et puis, les lobbies ont commencé à faire dans le pays. Et puis, le 12 décembre 1956, il a dû démissionner. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas 6. Sixième question, c'est que est-ce que c'est vrai que Haïti était plongé dans une crise d'instabilité politique de décembre 1956 à septembre 1957? Ma réponse est catégorique, c'est vrai. Il y a un monde qui pose des questions, dit bien renseigné, c'est une crise d'instabilité. Qui l'a dit instabilité politique dans nos pays, c'est là que où une situation, côté, le monde pas qu'à diriger, le gouvernement pas qu'à arrêter au pouvoir. D'accord? En effet, Magloire allait le 12 décembre 1956, il mettait président en cassation comme président provisoire, M. Nemo Pierre-Louis. Eh bien, au Palois, 52 jours après, Nemo Pierre-Louis est obligé de démissionner. D'accord? L'aller, il n'est pas là encore. D'accord? Et là, ça a un problème pour remplacer lui. Hein? Puis il a fait 2-3 jours sans président. Bon, au niveau du Parlement, il y a des hommes politiques de l'époque, ils ont concocté en formule, ils disent pas, ils ont sorti dans la formule constitution, hein? Et aller dans l'article 81 qui dit président de cassation, parce qu'il n'est pas capable pour un président de cassation, parce que mon Pierre, lui, le livre président de la République, il n'est pas non l'autre président de cassation. Il dit vice-président de cassation, M. Barrault, lui-même, il était le ministre de la Justice du gouvernement de mon Pierre, lui. Donc, il n'est pas cabinet avec encore comme président. Donc, alors, tête chargée. Donc, il met d'accord son formule, candidat à la présidence, et
yo chaque bail une ou deux monde comme président provisoire et puis la chambre elle-même pour le voter, il va le dire qui monde que le prend, qui est-ce que le choisit. C'est dans le cadre de ça, on va le gagner un candidat à la présidence et il est Franck Sylvain, c'est donc avocat que le dit. Monsieur lui-même comme parti par la part de le monde, il va non parler comme candidat à la présidence et la chambre voter pour lui pour monsieur capable d'être président, monsieur vu le président provisoire. D'accord? Monsieur vu le président provisoire. Bon, monsieur là, monsieur pris de contradiction entre candidats, il y a des gens qui disent que la fait c'est mon Duvalier, la fait élection pour Duvalier, et en même temps, il est combattu par des joies et Fiolé. Bon, c'est des sous pour le fait mars, début avril, monsieur pour le tomber. Hein? Ça fait 2, il va le tomber. Il y a qui formule pour adopter. Qui formule adopter, je dis bon, et ça pour adopter, c'est-à-dire qu'il faut faire un gouvernement sans président. Un gouvernement collégial. C'est-à-dire que plusieurs candidats pour le bail non, monde qui pour ministre, hein, pour diriger le ministère, il a fait réunion entre eux, il a fait réunion, laisse ça par ordre alphabétique, il y a pour un monde comme président, qui pour diriger la réunion, et après ça, chaque ministre peut entrer dans le bureau pour appliquer les décisions qu'il prend. Hein? Bon, et formule là, sur le papier, il paraît belle, hein, qu'on y a mis dans la pratique, hein, tête chargée, parce que tu vas estimer que poste Balia, il va le ministère de la présidence, d'ailleurs pas un président, il va le ministère des relations extérieures, donc ça, il n'y a pas rien avec eux, donc les lever coquins, etc. Au moment, le gouvernement collégial là, il y a un support Fiolé, il y a un support des joies, parce que le ministère eux-mêmes, il y a des postes importants du point de vue électoral. Ou bien le ministère de l'Intérieur, là, c'était au monde Fiolé, le ministère de la Justice, là, c'était au monde des joies que le. Donc, on veut un conflit, là, hein, et l'obéi, et puis, l'armée qui pourrait entrer dans le conflit, le général Cantave, et lui-même, qui est entré en rébellion par rapport au gouvernement collégial, qui était révoqué lui, il dit dans le cas dans le pape font pas, hein, et bien laisse savoir l'armée après éclater, on pourrait avoir un corps d'aviation hein, qui pourrait aller prendre position en faveur du gouvernement collégial et face au gouvernement, face au général Cantave. Alors, et 25 mai, bagaille pour aller éclater en deux pays, hein, et puis ça pour aller dire bon, faut prendre l'autre formule, hein, le gouvernement va le tomber. Le 26 mai, on va gagner position Daniel Fiolé qui a accepté de faire sacrifice là. Il va le pouvoir pour que le peuple sorte dans la rue, hein, pour calmer la situation. Eh bien, 26 mai, et ça va durer 19 jours seulement, parce que le 14 juin, pendant la dirigée en conseil de gouvernement, et dans le palais national, et bien, un commando de militaires du Valéris, d'officiers du Valéris, qui va être sur monsieur qui dit, mon cher, c'est fini. D'accord? Hein? Tikok ou Kaka. D'accord? Donc, il dit monsieur ça, donc il a arrêté monsieur, et puis il ouvre monsieur. Allez. Donc, on passe pour nous, Pierre-Louis, on passe Franck Sylvain, on passe le gouvernement collégial, on passe Fiolé. D'accord? Et puis, on y a là que le fin de jeter les Fiolé, c'est là sur le général, qui est le général Kebo, qui va le prendre pouvoir. Hein? Et lui-même, il était entouré par des officiers du Valériste. Hein? Ils ont même organisé, ils font une élection favorable à Duvalier. D'accord? Donc, en 10 mois, mais on a un pléthore de gouvernement qui passait à la tête du pays. Donc, c'est la preuve qu'il y a eu une instabilité politique dans le pays. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te bani un bon espoir et pourtant nous pas 6. Oui. 7e question, il dit, est-il vrai que le 25 mai 1957, Haïti a failli sombrer dans une guerre civile? Tout d'abord, nous parlons de non.
Qui ça qu'on guerre civile? Et qui ça qu'on guerre civile? Guerre civile, c'est là où une guerre qui opposait des fils de même pays. D'accord? Premier exemple, c'est la guerre qu'il y a eu entre l'armée du Nord dirigée par Christophe et l'armée de l'Ouest et du Sud dirigée par Pétion. C'est une guerre civile. Ce n'est pas une guerre qu'a faite entre des étrangers et des nationaux. Hein? Là, c'est une guerre civile que liée. Une guerre entre des citoyens de même pays. Donc, qui s'est passé 25 mai qui faudra dire que tu en début, hein, on menace de guerre civile. Dans la crise politique dans le pays, hein, gouvernement collégial qui était là, hein, gouvernement collégial là, il est venu et perdu dans la légitimité. On m'a du Valier et sorti, retiré ministre par la dernière. On a demandé ministre pour aller, comprendre. Et qu'on a gagné l'autre ministre dans le gouvernement qui dit pas font pas. On parle de mon ministre M. Bernard qui était ministre de l'Intérieur, qui représentait Daniel Fioré. On a parlé de Bolté qui était dans la justice, qui représentait M. Ludéjoie, etc. Donc, il dit pas parler. Donc, au gouvernement, n'est-ce pas, qui fond en deux. Et qu'on a un effet sur l'armée. L'armée vient en conflit avec le gouvernement. Hein? À la suite de l'événement passé, c'est Marc. Côté chef d'état-major là, il a pris aller CEMAC avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice. Le 22 mai, il n'est pas arrivé à entrer CEMAC. Là, il retourne pour Port-au-Prince, et bien, il a révoqué le général Cantave de l'armée. Il dit que le général Cantave était dans le complot contre tout. Et bien, à ce moment-là, qui s'est passé? Et bien, c'est que Cantave va entrer en rébellion. Il a offert, le gouvernement collégial a offert Pierre Amand et Job, général en chef de l'armée. Pierre Amand hésitait un moment, hein, mais au dernier moment, hein, dans la matinée du 25 mai, il fait une note à la radio disant que d'accord, hein, pour devenir général en chef de l'armée. Donc, on vient deux blocs, on a un bloc militaire qu'avec le général Cantave, un bloc militaire qu'avec Armand, etc. D'accord? Mais derrière ces deux blocs, on a des groupes politiques. D'accord? Et bien à ce moment-là, le général Cantave a fait une réunion au palais, et pas au palais, au caserne de Salines, côté le réuni les leaders politiques. Et Jumel était là, Saint-Lô était là, Duvalier était là, avec quelques autres leaders, même Dakadi, Fiolé, avec des joueurs pas là. D'accord? Et parce que ils vont sous la même position avec Cantave. Bon, pendant ce temps, l'Aubin dans la rue Port-au-Prince, il a crasé Radio Port-au-Prince, qui est en bas stade Manglo là. Hein? Il a crasé une radio que Jumel de gagné, Nave de Christophe, Radio Général de Salines. Il y a le cas du Valier, partisan Fiolé, il y a le cas du Valier dans Ruelle Roi, où il a déchouqué lui. Hein? Du Valier a résisté, les armes à la main, avec l'appui de ses partisans, etc. Donc, c'est comme ça, journée en passé, d'accord? Mais il faut dire que dans l'après-midi, dans la soirée, l'Église catholique, hein, par l'intermédiaire du Monseigneur Rémy Christin, rentré dans le bagage là. Et c'est ainsi que vous prenez une formule pour que vous mettez fin à Baïla, à l'Obéla, et qui s'entend par l'Obéla, l'ambiance de guerre civile qui a commencé à guerre. Et puis vous dites, seul gens pour retirer le peuple là dans la rue là, c'est Baï leader pour pouvoir mettre fin le président. C'est ainsi depuis que vous nommez le président. Il pourra prêter serment le 26, tout le bagage rentrer dans l'ordre. C'est ça. Donc, ça veut dire que le pays a défrôlé réellement la guerre civile. C'est pas pour ça que pour ne pas gagner demain. Malgré toute lutte, peuple mené, c'est un bajon moyen. Faire les vivre à bas, c'est toujours en bas. Sous deux peuple millions rentrés, toujours pas qu'à manger. Je répondre en partie dans la question que je posée, d'accord? Il y a 13 autres questions que je ne vais pas arriver à répondre aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine émission. Merci beaucoup. N'a pas invité à écouter Mémoire avec l'histoire. Chaque dimanche, midi, reprise samedi 8h le matin sur Radio Cosmos. Nous tranche l'histoire pays d'Haïti.